est-ce que t'aimes bien les Mustangs? Le cheval, c'est génial. Mais non, tu sais, la Fender Mustang, la fameuse guitare, mi-surf, mi-grunge, un modèle mythique popularisé par Kurt Cobain, Madonna, Sonic Youth, Kurt Cobain. Bref, une guitare que quand tu l'as, t'as plus besoin de te laver les cheveux. Moi, j'en ai marre de me laver les cheveux, donc j'ai décidé de m'acheter une Mustang. Mais les Mustangs, c'est cher, et en plus tu tapes des switches qui servent à rien, en plus d'avoir un vibrato pourri. Donc moi, j'ai décidé d'acheter la Squier Mustang la moins chère du marché. Pour te vendre la Switch, je te fais un tour du propriétaire. Les cordes, elles sont nazes. En plus, elles sont montées n'importe comment. La gratte, elle sonne faux. Le chevalet d'origine, il tient pas 5 minutes. J'ai déjà un micro qui se fait la malle. Impossible de jouer un morceau correctement. Là, normalement, tu vas me dire renvoie la guitare, t'as qu'à économiser pour acheter une vraie Fender US, puis tant que t'y es, t'as qu'à essayer de trouver un vrai boulot. La guitare, c'est has-been, espèce de gros fils de pute. Certainement pas. Cette Mustang moisie, ça va être ma Mustang moisie. Regarde un peu toutes les pièces que je vais y mettre. Waouh, t'es impressionné, hein, salope. Pour commencer, on va la démonter salement. J'ai décidé de pas conserver les cordes, ni le scier, ni le chevalet d'origine. Enfin bref, on vire tout sauf la plaque, et on démonte le manche. Maintenant, à la base, on a ce chevalet là, qui est super merdique, en plus d'être moche. Donc le plan, c'est que lui il va se faire enculer. Et à la place, on met une magnifique plaque comme ça, sur laquelle on ajoutera un tunomatique. Les tunomatiques, c'est cool. Il y a juste un truc avec les tunomatiques, c'est que t'es obligé de faire ce qu'on appelle un angle de renversement. Pas comme sur la Mustang de base, où là le manche il est parallèle au corps. Pour donner un angle de renversement à ta Mustang, c'est simple, tu commandes des cales en Chine. Et je te le dis direct, le bon angle c'est 0,5 degrés. Ensuite, comme t'as oublié de faire tes tracés pour poser le tunomatic, bah tu remontes le manche et tu sors ton plus beau scotch 3M bleu trop cher. Pour déterminer l'emplacement de ton tunomatic, c'est pas compliqué, tu fais pause ici. Ensuite, tu sors ta plus belle règle et tu t'appuies sur les bords du manche. Tu marques les deux pôles de ton tunomatic et on passe au trou. Je sais pas si t'as remarqué, mais ici c'est presque une émission de cuisine. Il nous faut un premier trou de 15 mm. Et ensuite, dans ce premier trou, t'auras un autre trou 12 mm. Celui-là, il est bien. Celui-là... Une fois que tes trous ils sont faits, tu perces encore un autre trou Super. pour faire passer ton câble de masse. Ouais, tu vois. Et maintenant on va faire rentrer en force les pôles du tunomatic. Bon, du coup, ce serait un peu mal avisé de taper au marteau direct là-dessus. Mais j'ai trouvé ce truc-là. Je crois que c'est un bout de pied d'enceinte. Pour les mecs qui mettent leurs enceintes dans la terre ou en pente pour pas qu'elles glissent. Comme papa dans ma... Et le tunomatic il est en place. Ah ouais. Ensuite, on va remettre le manche en place histoire de s'assurer que le tunomatic est bien dans l'axe avant d'attaquer la suite. Maintenant, faut qu'on parle d'un autre truc. Vu qu'on va faire une défonce sous la plaque, on peut encore tout protéger avec du scotch 3M bleu trop cher. C'est la chanson du scotch 3M qui coûte trop cher. On détermine l'emplacement de la plaque et on repère les trous. Maintenant, ça va chier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire une petite défonce là. En fait, les cordes elles vont se coincer. Comme ça, tu vois. Faut juste que je fasse un... Et ouais mon gars, je m'y connais en défonce, je suis fan de grunge. Yay! Étant par ailleurs un mec déconstruit, je veux que du noir au fond de mes trous. Mais comme j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste sorti un Posca noir. Waouh, splendide! Maintenant, on passe aux manches. Comme tu peux le constater, j'ai déjà viré les mécaniques. Et par ailleurs... J'ai démonté les guides cordes qui sont là, parce que j'ai l'intention de mettre une barre là. Et ma foi, regarde, elle est pas un peu couleur cure-dent cette guitare? En plus, ça passe nickel dedans. Ensuite, la planimétrie. Étape 1, faut régler le manche le plus droit possible avec une cale spéciale et en réglant le truss rod. Étape 2, faut prendre un fret rocker et marquer les frettes trop hautes. Étape 3, faut presser les frettes hautes pour qu'elles soient moins hautes. Étape 4, là ça se complique parce qu'après avoir mis un coup de presse, je me rends compte que les bords de frettes ont tendance à se relever. Du coup, je me dis que je vais super gluer les frettes. Mais comment tu veux que je fasse ça sans dégueulasser ma touche? Il y a des mecs, ils disent qu'il faut mettre de la cire pour protéger la touche et ensuite faire glisser de la super glue. Sauf qu'après t'as de la cire partout
Et en plus, faut commander de la superglue de compète aux US. Il y en a d'autres, ils font juste couler de la superglue dans le pied de fret. Mais je te le dis, t'as pas envie de te taper des traces de superglue sur un manche en érable qui est déjà verni. Donc moi, ces techniques de merde, j'y crois pas. Par contre, je crois au dur labeur, puisque t'as vu, je me suis super fait chier à protéger ça. Et j'ai protégé ça de manière à laisser, tu vois, là on voit un peu le pied de la frette, on voit un petit peu le bois, et c'est tout en fait. Du coup, j'ai protégé toute la touche pour mettre de la superglue et un coup de presse sur chaque fret. Un bonheur, c'était super rapide. Ça m'a pris 1 heure. T'en as quand même certains où j'ai vu la colle qui passait derrière la frette, tu vois, et ça c'était satisfaisant. Et après tout, 1 heure de boulot, je m'affranchis de nuit sans sommeil à me demander pourquoi je l'ai pas fait, tu vois. Après ça, t'as quand même des résidus de glu à nettoyer, donc tu galères à coups de cure-dent et de lame de rasoir. Et là, étape 74, j'essaie encore un nouveau truc, c'est-à-dire ramoner individuellement les frettes trop hautes. Tu sais, les frettes que j'ai déjà pressées 2 fois. Yes. Là, quand tu fais ça, tu te sens professionnel. Tu te dis que tu ponceras moins toutes les frettes par la suite. Tu sais, au moment de terminer la planimétrie en ponçant avec la grosse cale. Sauf qu'en fait... Sauf qu'en fait, je me suis fait avoir, tu vois. Normalement, je fais pas la partie où je lime les frettes individuellement. Normalement, je prends ma grosse lime, cette lime là, je ramène tout d'un coup, et ça se passe bien. Sauf que là, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. J'ai pris mon fret rocker là, ce sale traître que tu vois là devant tes yeux, et je lui ai fait confiance pour me dire quelle frette était trop haute et les limer individuellement. Sauf que le truc, c'est que la petite partie là que tu vois là qui s'occupe des frettes côté aigu, c'est une sale menteuse. Du coup, elle m'a dit que j'ai des frettes trop hautes côté aigu, alors que c'était pas le cas. Donc quand je suis passé ensuite et que j'ai terminé avec ma grosse cale, je me suis rendu compte que j'avais des frettes qui étaient trop basses. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand tu te rends compte que t'as des frettes trop basses? Tu fais rien. Soit tu changes tes frettes, soit tu les ramènes toutes au même niveau. Mais là, flemme de changer mes frettes. Du coup, je me suis fait avoir par un fret rocker. Il s'est fait avoir Ça c'est clair. par un fret rocker qui ment. Eh ouais, Il s'est fait avoir comme un bleu, par un fret rocker qui ment. connard. Il s'est fait avoir Je te hais, par un fret rocker qui ment. plus jamais. Il s'est fait avoir Attends, sinon je t'aurais pas fait de chance. par un fret rocker qui ment. Oh. C'est un carnage. Oh le carnage. Le mec il s'est fait chier. Bon, maintenant que je t'ai joué du blues et que j'ai appris mes leçons dans la douleur, on va pouvoir aller de l'avant. Suite du fret job, l'angle du bord des frettes. Pour ça, j'ai une lime sur une cale avec l'angle qui va bien. La technique, c'est que... Dès que t'entends que tu tapes la finition, tu t'arrêtes. Est-ce que t'as entendu la diff? Après ça, on passe au fret crowning. Ça, c'est la lime que j'utilise. Il y a un côté là qui rappe et l'autre côté qui rappe pas. Vu qu'on a aplati les frettes avec la planimétrie, maintenant, faut les arrondir. Pour ça, tu traces et tu limes. L'idée, c'est de réduire le sommet de la frette à la ligne la plus fine possible. Bon bah voilà, ça prend une demi-journée par fret. On a fait le fret crowning. Est-ce que tu mets une bonne note sur le fret crowning? Ah, t'es sympa. Étape suivante, le bord des frettes. Pour les bords de fret, il te faut une autre lime d'américain. Le but, c'est d'arrondir les angles saillants que t'as aux extrémités des frettes. Pour compléter ça, on passe ensuite un abrasif grain 600. Et là, tu commences déjà à avoir des plus jolies frettes. Ensuite, tu fais l'autre côté si t'es pas complètement con. Et là, tu t'arrêtes là, sinon tu vas commencer à niquer la finition. Maintenant, on va reprotéger tout le manche, puisqu'on va passer au polissage. Il veut dire la suite du polissage. Wow, plan scotch bleu. C'est la chanson, mais le scotch, soit elle qui coûte trop cher, il est bleu et On va faire un truc pour ça. j'aime sa mère, mais je te rappelle qu'il coûte trop cher, et ouais. Ensuite, on entame le polissage. Là, ça va devenir chiant. Ça, c'est tous les grains que j'ai utilisés, et ça, c'est chaque geste que j'ai fait pour chaque grain.
Maintenant, polissage. Il veut dire la suite du polissage. Là, je sors la perceuse et les pâtes à polir. Je suis un peu ému d'avoir capturé les derniers instants de cette perceuse. Bah alors? Je dois t'avouer qu'on a fait un sacré bout de route ensemble, elle et moi. Heureusement, j'ai pu emprunter une Dremel à la voisine. Et je lui rendrai jamais. C'est vachement mieux qu'une perceuse pour polir, bordel. Regarde comme elles sont belles, les frettes, mon copain. Pas mal, non? Maintenant, on va faire un truc. Hop là. Et ouais, t'as cru que j'allais faire tout ça sans finir par y mettre un logo débile? Pourquoi Fat Donkey? Parce que c'est rigolo. Bon, je vais pas t'expliquer comment on fait pour mettre un water slide. Moi, j'ai juste regardé comment Vincent y faisait Je m'appelle Vincent Brun. et j'ai fait pareil. Yeah! Sweet! C'est pas mal, non? Faut laisser sécher 3 heures. Bon, si tu cherches une meuf en Chine, il y en a là. Et là, t'as Macron. Peut-être que Macron, il cherche des meufs, ça lui changera de ça. C'est la première fois que je mets du vernis. Je mets du vernis comme ça. Couche numéro 2. Putain, je viens de réaliser un truc. Là, jusque là j'ai verni les frettes comme un connard. Là, du coup, je vais être bon pour les repolir, c'est ça que ça veut dire. On est après la 6ème couche. Regarde comment je m'approprie le travail des Chinois. Du coup, j'ai écrit Fat Donkey, parce que normalement c'est Mustang. Mustang, c'est une race de cheval. Un peu cool, je crois. Vu que moi, je suis pas très cheval et que je suis pas cool, je suis un gros âne. Et j'ai écrit A Better Mustang, parce que j'ai un sens de l'humour. On recommence. Et ouais, comme t'as verni tes frettes, t'es encore bon pour un polissage. Mais regarde-moi ça, bon ça! Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite, finition du vernis sur le nouveau logo, avec la cale, les grains qui vont bien, et un superbe plan sur mon crâne. Ça nous donne ça. Pas mal, non? C'est français. Et on passe au pickguard. L'idée, c'est de se servir de celui d'origine et de l'adapter à la plaque du Tune-O-Matic. Donc j'ai pris un bout de carton, j'ai vissé la plaque dessus, pour ensuite visser le pickguard sur le bout de carton et tracer le tout. Sache que j'ai pas de plan pour ça, parce que j'ai pas été foutu de placer le carton au bon endroit du premier coup. En tout cas, ça donne ça. Ensuite, faut découper le gabarit carton pour le reporter sur le contreplaqué et découper le contreplaqué pour qu'il colle au tracé du carton. Pour ça, j'ai taxé une scie de riche à la voisine et j'ai affilé au ponçage. Quel paquet de ponçage là. On va se prendre un petit café? Ouais, tiens, je vais te poncer ta gueule. Le ponçage, c'est vraiment la partie que je préfère. Et en plus, tu vois, j'ai tous les outils qu'il faut. Je déconne, c'est une pression mentale insupportable. Si tu vas trop fort, t'es foutu. Et si t'en fais pas assez, ça fit pas. Donc vigilance et mère de sûreté de... Et je raconte quoi, moi, bordel? Oh, oui. Le gabarit, je le reporte sur le pickguard. Je dégrossis encore avec ma scie de riche. On est plein les pieds, bordel. Et là, enfin, le gabarit en dur, il va servir à quelque chose. T'as compris, hein, je te fais pas un dessin. Comme c'est plus le moment de rayer le pickguard, je scotche 3M trop cher Je te rayerai pas cette fois. et je le colle sa mère. Défonceuse. On va prendre la défonceuse, on va faire le tour et on va décaler. On va faire ça tranquillou, en toute sécurité. Ça, c'est ma technique pour décoller le pickguard en douceur. En plus, c'est cool. Après, t'obtiens des médiators autocollants. Maintenant, je te remets la plaque. Histoire de vérifier que le pickguard passe bien. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de prendre en compte la plaque côté électronique. Qu'est-ce que t'en dis? Là, on dirait pas comme ça, mais ça fit pas encore nickel. Oh, comment je vais en chier. Donc il faut encore faire quelques ajustements à base de techniques de moines copistes du XIIIe siècle. Bon voilà, j'ai rien filmé. Mais si tu veux, je me suis mis sur un coin d'établi, puis j'ai pris des trucs comme ça pour faire des angles, tu vois. Puis en fait ça va pas. Faut que tu prennes ça, tu vois, mais faut que tu fasses gaffe à pas trop enfoncer, sinon tu niques tout. Ensuite t'as des parties droites, donc tu prends des trucs comme ça, tu vois, genre pour ça, c'était bien. Et t'as des parties plus petites où tu prends une petite lame comme ça, enfin tu te fais chier quoi. Mais moi je les comprends, à Fender, hein, c'est pas facile de faire des pickguards qui fit, hein. Ouais. Ça commence à avoir un peu de la gueule. Puis j'ai fait le biseau. Comment tu fais ça? C'est que tu te fous sur un coin d'établi, tu prends un putain de cutter comme ça et tu fais... Je te l'ai dit, des techniques de moines copistes du XIIIe siècle. Là le plan ensuite, tu vois là-dessus t'as des trous pour fixer la plaque, évidemment. Et moi là-dessus j'ai pas de trous. Du coup là-dessus, t'as déjà des trous. Moi je veux bien respecter ces trous-là. Mais là c'est toujours la question. Toujours la même question. Comment tu fais pour trouver les trous sur ta plaque? Ah, j'ai une petite idée. On va refoutre le manche là-dedans. Regarde mon copain. Regarde les frettes comme elles sont belles. Oh ouais. On est en Californie là, on est au custom shop de Fender. Je le remets dans l'axe. Moi il me semble que cette partie-là colle vraiment bien à cette partie-là. C'est grave le cas. Là si je me sers de cette empreinte-là pour caler la plaque,
Les trous tombent sur les trous. Si je fais la même avec celle-là. Oh putain, t'as entendu? Ça a fait clope. Un clope de récompense. Ensuite, tu reprends celui-là. Tu te le cales bien dans le... Et t'en profites pour tracer les trous des vis et des micros. Pour vérifier que ça, c'est bien dans l'axe. Moi, ça m'a l'air dans l'axe quand même. Oh, comment ça va le faire? J'ai fait le gabarit pour le micro là. J'ai fait le gabarit pour ce micro là. Tu vas me dire, les bords ils sont pas ronds. Mais en fait, on va faire passer une fraise, donc t'inquiète, les bords ils seront ronds. Ferme ta gueule. On va fixer les gabarits et passer à la défonceuse. Faut du scotch double face. Tu connais l'histoire, qui dit gabarit, dit scotch double face, défonceuse et copeaux dans ta face. Changement de plan. Mais vu que mes gabarits sont trop petits, j'ai pas d'autre choix que de passer en mode toupie en me torchant avec toutes les normes de sécurité les plus élémentaires. Ah ben j'ai hâte de faire la suite hein. On est bien contraint, t'as pas bougé depuis tout à l'heure hein. Non. Je te rassure, c'est encore plus terrifiant à regarder qu'à faire, mais regarde, la technique est valable, j'ai encore tous mes doigts. Je suis même pas mort. Là, on est là. T'as vu ou pas? Est-ce que tu vois ma fraise, tu vois? Elle est pas assez petite pour passer dans les angles là. Il va falloir que je me finisse ça à la lime. Parce que moi j'ai le temps. Moi je suis à la retraite moi. Donc on est parti pour un dernier coup de chignol et on en a fini avec les ajustements. Maintenant, on passe au blindage. Pour ça, j'ai acheté du scotch de gitan. Et si t'es perfectionniste, je t'invite à fermer les yeux pour cette partie parce que j'ai fait aucun effort. Il y a des mecs qui arrivent à faire ça sans pli. Et bah c'est cool pour eux. Bon, ça nous donne ça. Hop là, on passe un petit coup de scalpel. Waouh! Et maintenant, c'est les bavurages du bord des trous. On n'a jamais été aussi proche, mais vu que ça fait 1 an que je bricole cette gratte comme un sanglier, j'ai fait des rayures partout, donc je suis bon pour tout redémonter et y passer un coup de polish. J'ai compris qu'il fallait beaucoup de douceur pour un polish réussi, donc là, on est sur mon lit. Dernier coup d'œil sur le massacre. Là, je me suis essuyé la bite. Cheap cheat, frotte, polish compound, vroom, frotte encore, et... C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Bah ouais, c'est mieux. Maintenant que la gratte, elle est polie, on va mettre des traces de doigts dessus, comme ça. Et ensuite, on va s'occuper du blindage. Le blindage, c'est comme l'arrière du pickguard, j'en ai rien à foutre du moment que ça marche. Donc je te laisse apprécier le carnage et hésite pas à aller dans les commentaires pour me donner des astuces que j'utiliserai pas. Ça donne ça. C'est pas de l'orfèvrerie, mais bon. T'as vu, j'ai fait les petits retours pour le contact avec le blindage du pickguard, donc tout sera bien cage de faradayisé. Maintenant, comme tous les guitaristes youtubeurs qui comprennent rien à ce qu'ils font, faut que je fasse un test de continuité avec un... Tu sais, le truc jaune là. C'est un multimètre. Je te montre comment la continuité elle est bonne. Real. C'est cool. Bon là ça déconne plus du tout parce qu'on va commencer à mettre l'électronique. On s'approche. Avant qu'on aille plus loin, je voulais t'expliquer le bricolage que je veux faire avec le micro. Voilà, on part sur un Blade, ça c'est un petit fabricant de micro parisien qui fait ça. Pour lui donner un peu de style, je voulais y mettre du grillage, comme ça. Je l'ai coupé au format de ce truc là, tu vois, qu'on va faire comme ça. Et c'est joli, n'est-ce pas? Et du coup, qui dit cache micro sur Mucker dit soudure. Pour les besoins de cette vidéo, je me suis demandé récemment comment on fait une soudure. Il y a un mec, il a dit, il faut gratter un peu là pour que ça accroche bien. Moi je les vois gratter avec des clés là, les mecs, je suis sûr qu'ils s'amusent sur des Tesla pendant les week-ends. J'y suis pas allé de main morte. Ça c'est mon schéma. T'as un lipstick côté manche, t'as un humbucker côté chevalet, t'as un volume pour chaque micro, pas de tonalité. Qui a besoin de tonalité? Toute ma vie, la tonalité a été à fond. Donc qu'elle aille se faire fou. Et ensuite, sélecteur, 2 positions. La masse entre les 2 volumes là. Il y a le gars de chez Kraken Guitar, il a dit que ça sert à rien. Et il a une grosse barbe et il a l'air sûr de lui, donc moi je l'écoute. Toujours écouter les mecs barbus. Le Père Noël, Staline. Ok, le jack plate. Dans le jack plate. Le trou dans le trou. ensuite, bah tu fixes l'électronique à la plaque électronique. Au fait, à propos des potards. Bah ils viennent de Chine. Ensuite, les boutons sur les potards et enfin la partie relou, celle où il faut visser les micros au pickguard en galérant avec les ressorts là. Putain, couilles, chaque fois.
Mais bref, on y arrive. Là, je me demande à quel point j'aurais besoin que les micros dépassent du pickguard, donc je remonte le manche et en fait... Ok. Ça va le faire de ouf. On reprend. Ensuite, ça c'est un lipstick. Moi j'aime beaucoup les micro lipsticks. J'ai moi-même une Dan Electro Dano 59. Encore une fois, c'est un truc qui vient d'un petit fabricant anglais. Et les micros sont en place. Maintenant, on passe à la soudure. La soudure, c'est pas mon truc, mais à Skip, quand ça fume, c'est que tu fais ça bien. J'ai envie d'essayer un truc nouveau. Le truc nouveau, c'est un bouton poussoir censé passer d'un micro à un autre. Ça change. Là, tu fais bam. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je soude, je soude comme une merde. À chaque fois, je me dis putain, faut que je reprenne à souder bien comme il faut. Après, à chaque fois, je regarde des vidéos, je crois que j'ai compris. Et en fait, je refais toujours la même merde. Bon. Je crois qu'on a un souci. En fait, c'est un peu de la merde, ça, puisque si t'appuies pas dessus, y a pas de son. Je serai avec lui dans la détresse. On aurait essayé, mais... Bah du coup, on va mettre un switch. 2 positions, pas 3. Jamais. Donc je monte le switch 2 positions, mais vu que je suis con comme un boulon, j'ai fait les câbles trop courts, donc j'y retourne. Je suis un peu baisé parce que... En fait, sur ce truc-là, les pattes, elles sont trop longues, donc je les coupe, je rallonge encore les câbles, et on y arrive. Du coup, on va tout remonter, et à tous les coups, une fois que tout sera remonté, j'aurai un faux contact de merde. Ouais. Et bah même Ouais. pas. Les chiffons microfibres sont encore sales. Les traces de doigts que tu vois là resteront là. Est-ce qu'on serait pas sur un corps terminé là? Tada! Maintenant qu'on en a fini avec le corps, on va terminer le manche. Là ça se voit pas, mais il reste encore un peu de crasse à enlever au pied des frettes. Et ensuite on pourra s'occuper du scié. Oh ouais! Ah donc scalpel, cure-dent et essence F, la solution à tous tes problèmes. Coup de coup, je me sentais un peu seul. J'ai pris de l'essence F. Bien dormi ce soir-là. Reste plus qu'à frotter comme dans un métro et le manche il est tout propre. Waouh! Ensuite, le scié, j'ai un Graphtec en Tusk et il suffit de le ramoner un peu pour que ça passe comme papa dans maman. Par contre, problème, j'ai l'impression qu'il est déjà très bas ce scié. Ça, c'est les mesures idéales entre les cordes et la première frette. Je sors mes cales de mécano de chez Amazon et confirmation. Ça, c'est déjà trop bas. Cool. Comme j'ai pas envie de racheter un scié, on va juste rehausser un peu celui-là avec une feuille de plaquage. Donc coupe-coupe, ponce-ponce et finition avec tous les grains pour un scié élégant et fonctionnel. Et on n'oublie pas de filmer le résultat avec un zoom qualitatif. Bon, ça fait beaucoup de voix off tout ça. Donc pour la fin du manche, je te propose une chanson et elle fait comme ça. À la base sur la tête y'avait un guide de corde. Et moi je vais mettre une grosse barre, c'est mieux t'es pas d'accord. Scotch, scotch, scotch pour protéger, et un coup de règle pour tracer. Et on n'oublie pas les pré-trous, tape au tournevis, je m'en fous. Et on passe aux mécaniques, toujours la même technique. On les aligne, on trace, on marque et on passe à la suite. Perce, perce, perce à la Dremel, remonte-moi toutes les rondelles. Et on termine sur le guide corde, c'est mieux t'es pas d'accord. Le reteneur de string est installé. Voici une magnifique Fat Donkey. Et du coup, ce putain de chevalet là, t'as vu? Pas de vibrato, mais la gueule du vibrato. Bloc corde là. Hein. Donc on y est enfin, montage des cordes. Vu qu'on est sur une short scale, je te préconise du 11-53 et est-ce que je te montre comment poser des cordes? Oserais-je? Je te montre en détail ma technique spéciale pour mettre les cordes. À savoir que chaque technique de posage de cordes est source de division parmi les amateurs de cordes pincées. T'as vu ou pas? Le trou il est orienté comme ça. Ensuite, tu passes comme ça, tu passes en dessous de la dent du guignol, tu repasses au-dessus, et là tu resserres. Le principe étant que la corde va tout simplement se coincer sur elle-même en faisant même pas un tour de mécanique. Pourquoi j'aime cette technique? Parce que j'évite de faire watt 1000 tours de mécanique. Watt 1000 tours de mécanique égale instabilité. Moins de tours de mécanique t'as, plus stable tu es. Les détracteurs de cette technique diront qu'il y a pliage de corde un peu vénère et qu'elle peut se péter. Ça peut arriver, et franchement ça m'arrive pas beaucoup. Écoute-moi bien, ça fait 10 ans que je fais comme ça, j'ai jamais eu de soucis. C'est une bonne phrase de connard ça. Moi les mecs qui commencent leur phrase par moi ça fait 10 ans que... Je sais pas ce que t'en penses mais...
Mais je pense que c'est des gros quoi. Maintenant, je pars pour régler la hauteur du Tune-o-matic, sauf que là, je réalise qu'on n'a pas le même diapason sur le Tune-o-matic et sur le manche, puisqu'on a plus de frise sur les cordes centrales. Pourtant, j'avais bien commandé le Tune-o-matic en fonction du diapason de la Mustang, mais bon. Je me suis encore fait baiser par les Chinois. Du coup, va falloir corriger la hauteur des pontées. Là, tu me vois essayer d'y voir plus clair avec un Understring Radius Gauge, mais c'est une galère, donc nouvelle technique. L'idée c'est de baisser ce truc là pour qu'on ait un peu de la frise partout et on égalise comme ça. Je trouve ça pas mal comme ça, parce que là, frise pas, commence à friser, frise à mort, frise pas, frise pas. Pour ce faire, les fameuses limes à 100 balles. Ça veut dire que j'ai le même niveau de frise partout. Ce tome colle à ce diapason. Et j'ai même laissé un peu de rab à celle-ci, puisque celle-ci, elle est grosse, donc elle pose des problèmes. Donc grosse session de chignolage pour terminer sur des pontées qui ressemblent à ça. Une telle surface de contact sur des pontées, c'est inacceptable. Donc faut les démonter pour y mettre un coup de lime. Ça c'est avant, ça c'est pendant, et ça c'est après. Donc je me farcis tous les pontées et je les remonte sur le Tune-o-matic. Ça, si ça le fait pas, là, je comprends plus rien. Cool. On peut reprendre le réglage final. Étape 1, je te réexplique pas comment monter des cordes. Étape 2, la hauteur du Tune-o-matic. Tu règles les vis de part et d'autre pour que les cordes aient pile l'espace pour résonner. Bon, ok. Étape 3, la courbure du manche. Tu frettes à la première et à la dernière. Entre les deux, faut que ça résonne. Faut que ça puisse résonner un chouille, mais pas trop non plus. Ça c'est comme le Saint-Albret. Faut que ce soit... Ni trop fin, ni trop épais. Étape 4, le scier. J'ai ici les mesures idéales entre les cordes et la première frette. Donc je ressors les cales de mécano, les limes à 100 balles et on affine tout ça. Attention cowboy, là faut pas y aller trop fort sinon tu vas friser à vide et ton scier il sera foutu. De toute façon, si t'entends une frise après avoir foutu un coup de lime, corde à vide, franchement... Je sais pas ce que font les autres luthiers, mais pour moi c'est défenestration direct. Étape 5, l'intonation, c'est le réglage des pontées pour que la gratte sonne juste partout. Pour ça, tu t'accordes et ensuite tu frettes à la 12e. On est clairement au-dessus, ça veut dire que longueur de corde vibrante trop courte, donc ça il faut le reculer. Ouais, bien. Je te fais pas un dessin, t'as compris. Étape 6, tu te retapes toutes les étapes précédentes pour affiner les réglages. Mais d'abord je vais aller chier un coup. Et là, on est bon. Ça, c'est du bon boulot. Attends, parce qu'il y a un dernier truc que j'ai oublié. Un tout dernier truc. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais tout mon propriétaire de Fat Donkey se doit de claquer des gros guitar spin dans tous les PMU du coin. Qui dit guitar spin dit straplock. Ah là, faut que je t'avoue un truc. Je passe mon temps à mettre des trucs comme ça sur mes grattes, mais j'utilise tout le temps la même sangle. Du coup, s'il y a des gens qui cherchent ces bouts-là, là je les garde, on sait jamais. Allez vous faire foutre. Et on est prêt à guitare spinner en toute sécurité. Et nous y voilà. Terminé la Squier Mustang. Moi je trouve qu'elle a un petit swag. Ouais, moi je l'aime bien. Moi je vais la garder. Je vais pas la mettre à la poubelle tout de suite celle-ci. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te rappeler le postulat de base. C'était que les Mustangs c'est cool, ça a de la gueule, c'est chouette. Chouette histoire, tout ça, tout ça. C'est cool mais c'est un peu de la daube. Parce que potard qui sert à rien, parce que vibrato merdique. Du coup, l'idée, c'était de prendre une Mustang pas chère et d'en faire ma Mustang. Une Mustang avec un goût de reviens-y. Une Mustang à laquelle tu retournes comme tu retournerais à ton petit restaurant de quartier qui a sa petite sauce spéciale. Nous y voilà. C'est la Mustang sauce spéciale Orso Compagnie. Ça va les chevilles. Maintenant, je te fais une petite démo des micros. Écoute. Il y a une pédale de disto là à mes pieds, mais pour le moment, elle n'est pas activée. L'ampli, il est réglé comme ça. T'as pas trop de gain. Micro-manche. Chevalet. Donc tu vois, sacrée différence. Mais c'est pas là que c'est le plus intéressant. Moi je trouve ça plus intéressant quand tu rajoutes un peu de grain. J'ai ici bas une rate que je viens d'activer. Elle est réglée comme ça la rate. Il n'y a pas énormément de gain. Mais un petit peu juste ce qu'il faut. Tu vois que le micro-manche,
il appelle un peu au grunge et aux cheveux gras. Et le micro chevalet. Il est plus dans le graou. C'est plutôt inspirant pour faire certains riffs. Je t'ai préparé quelques riffs. Par exemple. Ce que je veux te dire, c'est que cette combinaison de micros, ça te permet un peu de passer de l'ombre à la lumière de manière plus naturelle qu'en restant sur le même micro et en appuyant sur une pédale. Donc tu vois, guitare ultra polyvalente. Imagine, avec ça, tu peux très bien jouer du thrash. De la bossa nova. Du Lopez. Et le Hoffman de ses morts. Ou même enfourner une pizza. J'ai pas de climax à cette vidéo. J'ai pas de conclusion inspirante. Je te souhaite une bonne fin de journée et je t'embrasse.